bonsoir à tous. Le pape François se rend en Colombie du 6 au 11 septembre. Alors, dans quel contexte va-t-il trouver ce pays d'Amérique du Sud de 44 millions d'habitants qui tente de sortir d'un conflit armé remontant aux années 50 et dont les blessures marquent encore aujourd'hui les jeunes générations? Nous en avions parlé dans une précédente édition. Le 1er décembre dernier, le Congrès colombien a ratifié l'accord de paix entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Alors, 7 mois plus tard, où en est le pays dans la mise en œuvre de cet accord? Et puis, quel est aussi le visage de l'Église à Bogota, la capitale, où se rendra le pape? Alors, décryptage sur ces questions avec notre invité Guillermo Munera. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes colombien, vous êtes chercheur à l'École pratique des hautes études, historien des religions et membre du laboratoire Société, Religion et Laïcité. Vous êtes originaire de la région de Bogota. Et donc vous allez nous dire un petit peu ce que vivent les chrétiens dans cette région que vous connaissez bien et notamment son église. Mais on revient tout d'abord à l'accord de paix entre le gouvernement et les FARC. Nous, on en a parlé à plusieurs reprises dans nos éditions. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce que les choses avancent? Bon, mais je pense qu'à ce moment, il y a un problème en Colombie, un problème qu'on peut regarder en 4 moments décisifs dans les derniers 7 mois. Je pense que les premiers moments, comme vous avez parlé, c'était les moments des refus du peuple colombien des accords de paix. C'était en octobre, par référendum, c'était 2016. Après, le Congrès a accepté, a validé les accords de paix. Et à ce moment, on revient à la question de la mise en œuvre et l'application. Cette mise en œuvre a été assez compliquée parce qu'il y a eu 2 moments décisifs. Le premier moment, c'était en janvier 2017. Et le Conseil constitutionnel a accepté de donner tous les pouvoirs nécessaires au président de la République pour la mise en œuvre, c'est-à-dire les fast track, la voie rapide pour implémenter les accords de paix. D'accord. La feuille de route, elle était établie sur 15 ans, je crois. Hein. Exactement, c'est ça, sur 15 ans. Mais c'est un projet rapide pour le faire de façon très rapide. Et le Conseil constitutionnel l'a accepté en janvier. Et il y a un mois, il a refusé certains pouvoirs qu'il avait donnés au président de la République. Il a fait marche arrière. Marche arrière, exactement. Pour quelle raison? Cette marche arrière, apparemment, concerne la nomination de 4 magistrats dans l'accord constitutionnel. À ce moment, on ne connaît pas en Colombie les textes finaux. Simplement, on sait que la Cour a limité les pouvoirs. Pourquoi elle a limité les pouvoirs? La première raison qu'il a déclaré que c'était inconstitutionnel tous les pouvoirs qui avaient été donnés au président de la République. C'est-à-dire qu'il était un excès de pouvoir. D'accord. Un excès de pouvoir. Et tout cela vient du refus des accords de paix en octobre. C'est-à-dire comme la population n'a pas validé par référendum, les pouvoirs, les accords ont été passés devant les congrès, c'est-à-dire la population n'a pas été à nouveau consultée. Exactement. C'est ça qu'il a déclaré. Dans ces cas-là, ce qui implique, c'est que les congrès, il a un certain pouvoir, les présidents aussi, ce n'est pas tous les pouvoirs, mais les congrès ont un certain pouvoir pour un peu freiner toutes les lois que le président va produire pour mettre en place, mettre en œuvre et agiliser, on dit en français, mettre en application des choses. D'accord, donc si je comprends bien, aujourd'hui, on fait machine arrière, donc on limite les pouvoirs du président. Mais dans les faits, ça aurait quelle incidence, en fait? Est-ce que l'accord peut être remis en question? Est-ce que ça va mettre plus de temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Cour surtout, elle a révisé 2 points principaux sur le texte, qui c'était les points qui concernent la question de la terre en Colombie. La restitution des terres. Ces points-là, c'est-à-dire, c'est pas que l'accord soit refait ou les textes soient refaits, sinon le pouvoir pour mettre dans la Constitution cette application-là sur la terre et sur les voies politiques. D'accord. Donc la question qui est effectivement prévue dans cet accord de restitution des terres aux paysans qui s'étaient fait spolier leurs terres, exactement. Ça pourrait
être différent ou prendre plus de temps ou... Exactement. Surtout, prendre du temps. Non, prendre du temps. Exactement, c'est ça. D'accord. Surtout, je pense que mon interprétation de ces situations-là, c'était les élections 2018. Et la Colombie aura en 2018 un nouveau président, un nouveau système. On ne sait pas ce que ça peut donner, du coup, exactement. là-dessus. C'est difficile parce que les partis de droite en Colombie, qui est représenté par l'ex-président Uribe, c'était un parti qui a beaucoup de pouvoir à ce moment au niveau de la population et au niveau des motivations des gens. Uribe qui était d'ailleurs contre l'accord. Exactement, contre l'accord de paix. Et on peut, d'une certaine façon, imaginer que cette limite qui a été mise au président de la République cherche de freiner les accords de paix en attendant les nouvelles élections. Donc il y a quand même une incertitude. Une incertitude, exactement, c'est ça. À ce moment, on ne sait rien de façon concrète. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont été mises en œuvre? Parce qu'il y a la démilitarisation quand même des FARC. Exactement, Ça a été mis en place. Oui, ça a été mis en place. Le problème, c'est plutôt au niveau des lois, au niveau des changements de la Constitution. D'accord. En Colombie, par exemple, la Constitution de 1991, qui c'était la Constitution la plus récente du pays, a été le produit, l'aboutissement des accords de paix avec deux armées, non, les M-19 et Quintin et plusieurs mouvements de guérilla dans les pays. C'est-à-dire que cet accord de paix, comme l'accord de paix des années 91, implique aussi la transformation de la Constitution, la transformation de certaines lois pour les mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre. Donc et d'une certaine façon, pour blinder, non, et protéger ce que l'accord a signé. En tout cas, il y a une dimension qui inquiète des associations. C'est depuis la mise en œuvre de ces accords et la signature d'un cessez-le-feu, c'était le 26 août 2016, et bien des assassinats de défenseurs des droits humains et de leaders sociaux continuent en Colombie, une situation préoccupante dénoncée par le réseau France-Colombie Solidarité, une plateforme d'ONG et d'associations françaises qui informe sur la situation colombienne et agit également auprès des pouvoirs publics. Les explications de Martin Villaume, chargé de mission pour l'Amérique latine au CCFD Terre Solidaire, l'une des associations qui est membre de ce réseau. Il était joint par Domitil Blanc. On l'écoute. Alors, l'accord de paix a été signé entre la guérilla des FARC et le gouvernement colombien en novembre 2007. C'est un fait historique qui met fin à un conflit de plus de 50 ans. Mais ce qu'on constate sur le terrain depuis la signature de cet accord, c'est qu'il y a une résurgence de la violence qui concerne notamment les militants et les défenseurs du territoire. Il est fondamental que l'État colombien garantisse vraiment ses conditions de sécurité pour sa population, puisque la terre a été à l'origine du conflit. La terre et son injuste répartition. Donc si demain ces assassinats continuent et qu'on n'arrive pas à défendre réellement la population et ceux qui notamment sont investis pour récupérer leurs terres, on s'achemine vers la possibilité d'une résurgence du conflit armé et une paix avortée. Alors là, cette personne du CCFD, Martin Villaume, qui va plus loin, qui dit qu'on pourrait même revenir à un conflit armé si on ne règle pas ces questions-là. Oui, en fait, dans les accords de paix, a été signé, non, dans les textes, l'engagement de l'État pour un peu persécuter les paramilitaires, parce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais le gouvernement a signé aussi un accord de paix avec les paramilitaires. Ça, c'était en 2006. 2006, exactement, c'était sous le gouvernement du président Uribe. Mais le paramilitarisme, il a continué. Parce que c'était un réseau de la délinquance. Ça sert les intérêts de l'État? C'est quoi le... Il y a plusieurs interprétations dans ces cas-là. C'est-à-dire, il y a aussi tout ce qui concerne les petites bandes de criminels, de criminalités dans les pays. C'était un réseau de mafias, de drogue, de trafic. C'est très difficile, c'est très compliqué de déstabiliser, de détruire, non, ces réseaux-là. Ça, c'est la première raison. Une question, alors, quand même, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi l'État ne fait rien 11 ans après la signature de cet accord? C'est difficile, en fait. C'est un réseau qui a un pouvoir. Il faut comprendre que la Colombie, c'est un pays très centralisé, non? C'est-à-dire, le pouvoir repose sur les centres de la population. La périphérie, elle était totalement oubliée, non? Il n'y a pas un contrôle énorme de l'État au niveau de la périphérie. Et ces réseaux-là des paramilitaires, ils fonctionnent plutôt dans la périphérie. C'est-à-dire les endroits où l'État
n'a pas une énorme incidence, une énorme présence. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi qu'il y a, surtout l'Église en Colombie, a joué un rôle important pour dénoncer les liens entre certains militaires et l'État et les paramilitaires. Et surtout les jésuites, et je pense que les jésuites, ils ont fait un grand travail de récolter des données totalement différentes, parce que c'est une question de récolter des données, pas des données officielles, parce que les données officielles montrent une réalité, les données sur le terrain montrent une autre réalité sur ce réseau-là de paramilitarisme. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté justement, les jésuites? Les jésuites, en fait, il y a un institut qui s'appelle le CINEP, que c'est le Centre de recherche et d'éducation populaire, fondé dans les années 70, surtout dans la logique du développement critique. Je pense qu'il est très proche du CCFD, exactement. C'est des réseaux internationaux qui sont nés dans la même époque, la même période. Et ils ont constaté surtout que l'État a joué un rôle représentatif dans la mort de plusieurs leaders des syndicalistes en Colombie. Ça, c'était la première école de ces centres aussi, et plutôt d'un prêtre qui a travaillé dans le terrain, qui s'appelle Javier Giraldo, un jésuite passionnant, qui a fait sa formation ici en France, et qui a travaillé avec toutes les communautés les plus pauvres. Les plus pauvres dans notre pays, dans le sud du pays. Il a récolté cette information, il a dénoncé au niveau international le paramilitarisme et tous les réseaux. Il est menacé à ce moment. Il est toujours en Colombie? Il est toujours en Colombie, mais il n'accepte pas la protection de l'État parce que précisément, il a compris que l'État, certains membres de l'État sont dedans, dans ces réseaux-là, dans cette dynamique. D'accord. On va aussi évoquer un accord en fait, qui est en cours de négociation, ou en tout cas des négociations qui ont été entamées entre le gouvernement et la deuxième guérilla du pays, parce qu'il n'y a pas que les FARC. La deuxième, c'est l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. Voilà. Ça avance aussi ou pas? Oui, les accords avancent. Ils ont été un peu bloqués à l'époque, surtout pour la prise en otage d'un ex-député, qui c'était Odin Sanchez. Finalement, l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, elle a accepté de libérer. Ça a été très bien vu par les gouvernements et les accords commencent à avancer. Mais il faut se souvenir que l'Armée de Libération Nationale, c'est une structure totalement différente de la structure de FARC. C'est-à-dire que ce n'est pas construit de la même façon pyramidale, c'était plutôt une guérilla qui est née dans les territoires urbains, avec plusieurs intellectuels, parce que c'est une guérilla qui vient d'intellectuels, d'une dynamique internationale, des personnes qui ont participé dans les projets de la révolution cubaine dans les années 70. Et c'est une guérilla aussi composée à l'époque par plusieurs prêtres. On entend normalement la figure du prêtre colombien Camilo Torres. Il est décédé dans les premiers combats quand il est rentré dans l'Armée de Libération Nationale. C'est un contexte totalement différent. On va voir si ça c'est... Comment ça évolue. En tout cas, on comprend bien la complexité de ce qui se joue sur ce terrain-là. Dans votre pays, on avait parlé dans les éditions précédentes du rôle de l'Église qui accompagne aussi ce processus de paix. Je voudrais qu'on parle avec vous de Bogota, puisqu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent. Et on a parlé de Medellín auparavant, mais voilà, Bogota, la capitale, qui compte 5 diocèses. Et voilà, en total, c'est plutôt 4, voilà, plutôt 4 diocèses. Une ville de combien d'habitants? En total, Bogota, c'est 8 millions d'habitants, à peu près, 8 millions d'habitants. Et divisé en 4 diocèses, ça c'était un phénomène récent, 2002, non 2002-2003. C'est un phénomène qui vient des années 70. En fait, l'archevêque de Bogota à l'époque, dans les années 70, il avait demandé au Vatican de créer plusieurs diocèses autour de la ville pour la complexité. Cette complexité qui a été donnée par les problèmes de la violence en Colombie, les déplacements des personnes pauvres qui vont chercher des conditions de vie totalement différentes en ville et victimes de la violence. Ça a produit la création de ces diocèses-là. Et on peut compter la diocèse de Bogota, qui c'est la principale diocèse, les principales diocèses, pardon, le diocèse de Fontibón, Soacha et Engativá. Engativá, qui est celui que vous connaissez? Que je connais un peu. Je connais plutôt les diocèses de Bogota et les diocèses d'Engativá. D'accord. Et vous avez eu l'occasion justement de faire une étude autour du diaconat et des laïcs. Oui, c'était très intéressant, surtout l'étude du diaconat. Au moment que les diocèses a commencé, c'est-à-dire 2002,
le diocèse d'Engativá, il n'y avait pas de diacre permanent. C'est-à-dire que l'Église, l'évêque, il s'est posé la question sur les diacres. Et cette Église a commencé, et à ce moment-là, il y a 16 diacres consacrés, permanents, avec toute la difficulté de faire comprendre les catholiques que les diacres puissent jouer aussi un rôle représentatif dans l'Église, c'est-à-dire par rapport au sacrement. Les fidèles n'acceptent pas facilement qu'un diacre puisse donner les sacrements du baptême, puis marier les personnes. Ces rôles-là, c'est une question de culture. De culture, d'église traditionnelle aussi. La figure du prêtre. Oui. Et surtout les changements qui viennent du Vatican II, non? Parce que la figure du diacre est rétablie dans les conciles. Donc ça n'est pas encore complètement mis en œuvre. Mis en œuvre, parce que c'est difficile. Surtout, il y a beaucoup de réactions pas très positives par rapport au diacre. Mais aussi, il y a les projets des communautés de base qui étaient aussi établis dans les diocèses. Donc ça, c'est les petites communautés qui n'ont pas forcément un prêtre. Qui n'ont pas forcément un prêtre, pour essayer de décentraliser l'Église et surtout de démontrer que l'Église, c'est le peuple. Ce n'est pas simplement les prêtres qui jouent les rôles importants dans la paroisse ou qui jouent les rôles importants dans tous les contextes religieux de la paroisse. Donc, on va y revenir, peut-être nous dire qu'est-ce que ça donne depuis cette étude que vous aviez conduite, je crois, il y a quelques années. Mais dites-nous un peu, Engativá, quel est un petit peu le visage de ce diocèse-là? On peut dire que c'est un diocèse des classes moyennes, et qui compte à peu près 60 paroisses, c'est quand même représentatif, 1,5 million de fidèles baptisés, on ne peut pas dire si c'est pratiquants ou pas, parce que les sondages sont difficiles à faire dans ces cas-là, mais 1,5 million de pratiquants, et qui compte à peu près 70 prêtres. D'accord. 70 prêtres, et la présence aussi forte des clergés réguliers, c'est-à-dire des sœurs et des prêtres. D'accord. Des sœurs et des prêtres des communautés religieuses, non? D'accord. Donc qui jouent un rôle important et représentatif dans l'Église. Engagé. D'accord. Et alors, les laïcs dans tout ça, est-ce que les laïcs sont engagés? Est-ce qu'il y a des mouvements de formation? Oui, je pense qu'il y a eu, surtout dans ces diocèses-là, une forte présence de cette Église espagnole qui était les chemins néocatéchuménales. C'était une Église un peu internationale et très récente, quelquefois critiquée d'être un peu plus traditionnelle pour les pratiques, pour essayer de changer les rites, la liturgie, mais qui joue un rôle représentatif et important dans toutes les configurations et les liens avec les laïcs. D'accord. Je pense qu'il y a une dynamique. Surtout cette dynamique, il me semble que c'est la musique. Cette église de chemins néocatéchuménale, la musique joue un rôle important, les chants, la production du disque, tout cela permet d'approcher les fidèles, certains fidèles, qui cherchent, à mon avis, une sensibilité totalement différente, qu'ils ne trouvent pas dans la liturgie traditionnelle. D'accord. Alors, évidemment, on a en tête dans cette région, dans ce continent, c'est évidemment la présence importante des évangéliques. Comment ça se passe par rapport à cette zone de Bogota? Est-ce qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques? Oui, effectivement. Surtout les églises évangéliques, ils sont pris une place représentative dans les quartiers les plus pauvres. C'est-à-dire, ce sont les quartiers les plus pauvres qui accueillent de façon représentative ces courants-là qui viennent des années 50 et 60 avec un financement international assez fort et assez puissant. Et oui, on peut dire ça. Pourquoi? Je pense que les analyses des sociologues, plutôt spécialistes sur ce sujet-là du pentecôtisme en Amérique latine, ils montrent que les besoins, c'est-à-dire les besoins de l'oubli de l'État, la pauvreté extrême et des conditions de précarité, permet que certains discours de sensibilité produisent un accueil de cette plaise. Exactement. Et alors, les catholiques, par rapport à ça, est-ce qu'ils apportent d'autres réponses? Comment est-ce que l'Église catholique à Bogota fait face à ce type
d'expansion. Je pense que justement, la force du schéma néocatéchuménal a été ça, justement avec la sensibilité. Je pense qu'aujourd'hui, la religion a passé dans un état totalement différent de la sensibilité, une sorte de présentisme de ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'avenir, on ne sait pas. La condition triste par rapport à l'avenir, c'est-à-dire que je dois résoudre les problèmes aujourd'hui. C'est là. Et je pense que le catholicisme aussi a compris cette dynamique-là et a rentré aussi dans la sensibilité d'apporter un soutien moral. D'accord. Dans les moments pressants. D'accord, d'apporter un peu aussi ce type de discours. Il y a aussi une dynamique qui se répand dans votre pays, c'est la dynamique d'Aparecida. On rappelle brièvement, en 2007, Benoît XVI qui a participé à cette assemblée des églises d'Amérique latine, avec cette dimension missionnaire qui a été mise en avant, être disciple et être missionnaire. Voilà. Ça prend forme aujourd'hui en Colombie et de quelle façon ? Oui, je pense qu'avec l'adaptation, les nouvelles méthodes de l'Église catholique de s'approcher aux gens, c'est-à-dire à partir de la musique, à partir de la liturgie, c'est-à-dire il faut regarder, il faut comprendre que la liturgie soit plus accessible aux gens. Donc ça, c'est en train de se faire, en train de se reconstruire petit à petit, au fur et à mesure. Plutôt la liturgie, je pense, et surtout avec la sensibilité de la liturgique. Et donc ce souffle missionnaire, vous le ressentez, vous, là-bas ? Est-ce qu'il y a des initiatives, il y a des communautés nouvelles qui lancent des choses ? Et oui, il y a des communautés nouvelles. Il y a aussi un autre chemin qui peut-être ressemblait différent. Et c'était le chemin d'une certaine église plutôt traditionnelle. Plutôt traditionnelle en parallèle. Exactement. Qui réémerge un peu. Qui réémerge un peu. C'est-à-dire, les fidèles, ils ont besoin du prêtre avec la soutane, des symboles externes, de certaines dynamiques que dans les années 70 et 80 n'étaient pas du tout possibles et on avait disparu. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur votre étude et la figure du diacre. La figure du diacre, exactement. Très bien perçue. Aujourd'hui, 5 ans après votre étude, ça donne quoi ? La centralisation du prêtre. D'accord, ça reste toujours cette idée-là. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, on va parler aussi de ces initiatives missionnaires, de ce souffle missionnaire qui traverse la Colombie, avec la communauté des communicatrices eucharistiques du Seigneur, une congrégation fondée en 2002 dans le diocèse de Cali. Aujourd'hui, elle compte plus d'une centaine de religieuses. Leur charisme évangélisé à travers des films, mais aussi de la musique. On écoute un extrait d'un de leurs titres. Des sœurs qui jouent de la guitare électrique, ça peut surprendre. Ça, oui. Mais je pense que c'était aussi une dynamique en Amérique latine, dans plusieurs pays, non ? Et à ce moment, on a un prêtre jésuite très connu au Chili, Cristóbal Fones, que je pense qu'il fait pareil. Et une sœur aussi très connue, qui c'était... Non, chilienne aussi. Et la Colombie, alors ? La Colombie, malheureusement. Bon, il n'y a que ces sœurs, alors. Que ces sœurs-là, exactement. Mais il me semble aussi qu'ils appartiennent à la diocèse de Cali, non ? Oui, tout à fait. Exactement, diocèse de Cali. Peut-être que ce diocèse-là a été un diocèse touché par la violence, par la pauvreté extrême, par aussi, je pense, que par le pentecôtisme et par les évangélistes. C'est-à-dire que des méthodes comme ça, ne mettons pas,
dans la dimension que... c'est aussi en lien avec le contexte avec local. le contexte local, exactement. C'est une façon simple de s'approcher aux gens. Bien sûr. Alors voilà, évidemment, une réalité avec de nombreuses facettes en Colombie. Ouais. On ne va pas pouvoir toutes les aborder. Bon, mais oui, c'est difficile. en tout cas, qu'est-ce que, selon vous, en fin d'émission, qu'est-ce que cette visite du pape peut apporter à la Colombie pour vous? Je pense que la visite du pape peut apporter, de clarifier plutôt, et ce mélange entre religion et politique qui a un peu bloqué les accords de paix. C'est-à-dire il y avait un mélange pour dire que la religion était contre les accords de paix. Religion, on parlait de religion partout à ce moment en Colombie. D'essayer de mettre le catholicisme et la morale du catholicisme par rapport aux médias, de dire que le catholicisme est contre parce que les accords de paix, ils sont dedans l'idéologie du genre. D'accord. Mais ça n'a pas été un peu évacué, tout ça? Non? Pas forcément. Il y a toujours un mélange très médiatique qui reste au niveau des médias, il me semble, la visite du pape, avec un discours clair, pourrait clarifier ce phénomène. Non, et qu'est-ce que les Colombiens en attendent de ce voyage? Je pense que la figure du pape, la figure du latino-américain qui fait des blagues, qui est très simple et qui est accueillant, et a été très bien vu en Colombie. Le pape, il est très bien accepté en Colombie. Sa personnalité, sa façon d'être, son changement, son discours est très proche. Et je pense que les Colombiens attendent une parole de soutien moral par rapport à la paix. C'est mon impression. Le pape qui a joué un rôle dans ce processus de paix, bien sûr. Exactement, qu'il a essayé de convoquer l'opposition, le président Uribe et le président Santos, en décembre de l'année dernière, non? Qu'il a convoqué au Vatican. Il les a reçus le 16 décembre. Merci beaucoup, Guillermo Munera, pour votre éclairage sur la situation en Colombie. Bien sûr, nos téléspectateurs pourront vivre en direct ce voyage du pape François en Colombie. Et je vous souhaite une très belle semaine à tous. À très bientôt. Au revoir.